Il faut sauver le soldat OM. Il est déjà trop important pour le maire, trop important pour le football français, comme on vient de le voir. Les instances locales et nationales se mettent alors en ordre de bataille pour tenter de d'abord contester le jugement du tribunal de commerce, puis demander un étalement du paiement de la dette. Le maire mouille également la chemise. Une fois débarrassé de Carlini, si un plan de sauvetage est échafaudé, il accepte d'enfin lâcher sa subvention. La situation économique et administrative semble résolvable. Problème, il y a aussi une situation sportive. Bête pour un club de foot. Mais il reste 6 matchs de deuxième division à jouer. Et on n'a plus personne pour les jouer, puisqu'Albert Batteux et ses joueurs ont été licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le règlement est clair. Si ces matchs ne sont pas joués, si aucune équipe n'est présentée, ces matchs seront déclarés forfaits. Et si ces matchs sont déclarés forfaits, aucune existence administrative n'est possible pour le club qui déclare forfait pour l'ensemble de la saison. Il faut jouer ces matchs, donc, et il faut bien les jouer même, parce qu'il existe même un petit risque de descente en 3e division si une équipe est bien présentée, mais qu'elle ne remporte aucun point sur ces 6 rencontres. Une descente en 3e division condamnerait définitivement tout plan de sauvetage qui tente d'être mis en place. C'est dans cette ambiance de fin de l'Empire romain que les dirigeants se souviennent qu'ils ont depuis quelques années un centre de formation. Un centre de formation où il y a des jeunes joueurs. Ils ne pourraient pas nous les jouer, ces matchs-là, ces jeunes joueurs. Ils ne sont même pas si mauvais que ça, ces jeunes. Ils ont même remporté quelques compétitions dans leur catégorie d'âge. Ils pourraient au moins faire illusion sur ces 6 rencontres. C'est un peu l'ambiance au départ. La réalité va être beaucoup plus belle et c'est là que va réellement débuter la légende des minots, comme on va le voir. Ils pensent tous qu'on est des petits jeunes et qu'ils vont nous impressionner. Et là, ils tombent de haut, ils tombent tous de haut. Quoi. C'est là qu'ils ne comprennent plus. Quoi. Quand vous êtes fort comme ça, collectivement, vous pensez que vous êtes invincible. C'était vraiment puissant. Le mot crête des gueux, c'était ça, l'équipe des minots. On crée vraiment des gueux. La rage de vaincre a prévalu, mais dans les tribunes, certains exaltés ont déjà confondu violence et passion. Vous savez, comme on dit, il y a des lions, il y a des gazelles, il y a des brebis. Nous, on était tous des lions, tous. C'était la mentalité des mecs, quoi. Pour aller à la guerre, c'était pas les derniers, quoi. Sur le terrain, d'entrée, c'est faire comprendre qu'ils étaient chez nous, qu'on était à Marseille, qu'on était à Marseille, que c'est nous qu'on a gagné. Voilà. De toute façon, maintenant, on s'attend à des rencontres toujours aussi dures et de plus en plus dures. Pour un minot de Marseille jouer à l'OM, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Et ces minots qui ont joué avec le maillot de l'OM, on a la chance d'en avoir 2. Donc je vous demande d'accueillir pour parler de ces 6 matchs Roland Gransart, l'entraîneur de cette équipe, et Christian Caminiti, le capitaine de cette équipe. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. On est déjà très content d'être ici. C'est nous qui sommes très contents de vous recevoir. On vous a même préparé une belle petite illustration. Ça fait remonter un peu des choses, mais bon. Voilà, donc on va commencer avec toi, Roland. Puisqu'en 1980, tu n'es plus vraiment joueur de foot professionnel, mais tu n'es pas encore entraîneur. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu en étais à 27 ans dans ta vie professionnelle, février-mars 81? Alors, personnellement, j'ai très mal vécu la descente, parce que j'étais à l'intérieur, parce qu'il s'est passé des choses invraisemblables. Un groupe composé d'internationaux, de super joueurs, et qui sur le terrain et dans le quotidien, ne correspondait pas à ce que j'appelle des champions. Donc moi, très rapidement, j'ai pris la décision que si le foot c'était ça, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai décidé de ne plus jouer.
Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à 27 ans, etc. Et il y a un dirigeant, M. Seta, qui m'a proposé d'être éducateur, mais en équipe XY, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, par rapport à ce que j'avais vécu, de transmettre d'autres choses. Donc voilà comment s'est fait la transition. Donc tu es éducateur à ce moment-là, quand il y a la liquidation judiciaire. Exactement. Et comment on te demande de devenir entraîneur principal? Alors déjà, M. Batteux, très régulièrement, il venait me voir, il me dit, on a besoin de toi. J'ai dit, non, non, c'est fini. Ils n'arrivaient pas à admettre que je ne voulais plus jouer. Donc je suis, pour l'anecdote, je suis sur le terrain de l'Uvonne qui n'existe plus, qui était le cœur de l'Olympique de Marseille. Arrive M. Robin, qui me dit, on t'attend au Vélodrome. J'ai dit, moi, on m'attend au Vélodrome, pourquoi? Donc on part dans sa voiture, une vieille 104, et il me dit, je sens que tu vas être l'entraîneur. J'ai dit, M. Robin, l'entraîneur, ça va être vous. Moi, si vous voulez, je vous fais l'entraînement. Mais entraîner, c'est pas question. J'ai 27 ans, vous avez un passé, etc. Il me dit, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et on arrive au feu rouge de Saint-Ginier, je ne le sentais pas, le coup. Hein. Alors, il rigole, puis on se trouve dans la salle qui n'existe plus, là, où il y avait Madame Morin, là. Et j'arrive, il y avait M. Sadoul, les représentants de la mairie, les représentants du groupement, de la Ligue, enfin, et des institutionnels marseillais. Donc je rentre et M. Sadoul, il me regarde, il me dit, voilà, alors petit, il faut que tu nous assures 3 points pour ne pas descendre. Et moi, je suis comme ça, et je le regarde, et je dis, ça, je ne peux pas vous l'assurer. Donc il y a un froid. J'ai dit, par contre, je peux vous assurer qu'on va essayer de tous les prendre. Alors il me dit, bon, ben ça va, tu peux nous laisser. Donc je ne sais pas ce qu'il se raconte. Il me faut revenir, il me dit, bon, tu es l'entraîneur pour les 6 matchs. Et ça part comme ça, je retourne à l'Uvonne. Et tu vas retrouver Christian. Alors avant de revenir en avril 80, puisque j'ai présenté un peu ces jeunes qui étaient de manière un peu, on va dire, très très modeste. Mais il faut quand même dire que vous aviez gagné pas mal de choses, et notamment la Coupe Gambardella. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Coupe Gambardella, c'est la compétition la plus prestigieuse pour les équipes de jeunes. On vous voit là partir à la gare Saint-Charles, vous partiez pour disputer la finale. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous aviez déjà fait, ce que vous aviez déjà gagné, l'historique que vous aviez en commun dans ce groupe de joueurs? Alors là, cette photo, c'est la photo non pas des juniors, mais des cadets. On a fait la finale donc du championnat de France cadet à l'époque, et on avait perdu à Metz contre Strasbourg. Bon, cette équipe, il y a certains joueurs qui ne faisaient plus partie de l'équipe des Minots et donc de vainqueur de la Gambardella. Mais il y avait toujours une âme qui enflammait cette équipe parce qu'on était tous des quartiers de Marseille. Mais vous aviez déjà donc gagné quand même la Gambardella et le championnat de France cadet aussi, et fait une finale, et n'était pas très loin aussi de remporter la Gambardella une 2e année. Aussi, oui, parce que la génération d'après était aussi assez méritante, même très méritante. Malheureusement, il ne la gagne pas. Mais il y avait une particularité, c'est que ces joueurs-là étaient animés par une éducation que l'Olympique de Marseille nous donnait. Il y avait vous voyez ce geste que tous les joueurs font lorsqu'ils embrassent l'écusson du club. Nous, personne ne l'a fait. Mais parce que bon, c'était pas médiatique à l'époque, mais on n'avait pas besoin de le faire parce que ça coulait de source, quoi. Et puis surtout les dirigeants et les entraîneurs, depuis les tout petits, nous inculquaient la victoire, quoi. La victoire et de porter haut les couleurs du club. Donc on a réussi à le faire en catégorie de jeunes, ce qui a permis à certains joueurs de ces groupes-là de participer aussi aux entraînements des professionnels. Et voilà, et même certains d'entre vous aviez même signé un contrat pro.
Et parce que j'ai dit que tous les pros avaient été licenciés, mais ça. en réalité, pour continuer, il y avait une obligation, c'est que 2 pros restent. Et ces 2 pros, ça va être ça va être Michel Castellani, qui se fait partie. trouve là-haut avec le maillot du Harik, et moi-même. Voilà, qui aviez déjà signé un contrat pro. Voilà, parce qu'on était les plus âgés de ce groupe-là. Et comment ça se passe? Comment on vous demande de rester à l'OM dans un club en liquidation judiciaire? Normalement, on hésite un petit peu. On voit qu'on est l'entreprise est en liquidation. On se dit bon, je vais peut-être aller tenter ma chance ailleurs. Bien, ça s'est passé un petit peu comme Roland, peut-être pas dans une voiture, mais à l'entrée des bureaux et de la salle des trophées. C'est M. Robin et M. Seta qui sont venus me dire bon, Christian, tu restes avec nous? Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je crois que Michel, ça a été la même chose, mais aussi simplement. Et on ne s'est pas posé de questions de dire la carrière, le salaire, mon ego, quoi que ce soit. C'était naturel. Ouais, c'était, tu veux jouer à l'OM? Bah oui. Bah ouais, voilà. Peut-être prendre le micro. Vas-y. Il faut dire qu'il y a 2 joueurs qui n'ont pas voulu rester. Ouais, qui n'étaient pas des minots. Qui ne sont pas devenus des minots. Voilà. On va voir le calendrier. Tu peux garder le micro, Roland. Donc, ça, ce sont les 6 matchs au programme. Donc, on vous demande de prendre 3 points. Savoir que la victoire à l'époque, c'était 2 points. Donc, ça fait 2 points. Il faut faire une victoire et un nul. Et vous allez faire un petit peu mieux, comme on va le voir, puisque vous n'allez perdre aucun match. Vous allez gagner 3 matchs et faire 3 nuls. Comment ça se passe un peu, ces 6 matchs? Comment c'est de diriger une équipe avec que des jeunes? Le plus important, évidemment, c'est le premier. La chance, c'est qu'il y avait une petite trêve de 10 jours entre l'annonce de la liquidation et le premier match. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en coulisses, etc. Puis nous, on s'est entraînés, on s'est préparés à faire ce premier match. Donc, on était tous remontés, parce que là, j'ai rejoué. On était tous... Là, ça va, tu as retrouvé l'amour du football. Exactement, sur d'autres valeurs. Et donc, tout le monde était bien concentré. Et le match, il se déroule comme on aurait pu l'écrire, c'est-à-dire ambiance feutrée, beaucoup de scepticisme dans les tribunes, un peu qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont être mangés. Et puis nous, sur le terrain, au fur et à mesure, on a enclenché les choses et on a pris le public, quoi. Donc le public, si vous avez vu les images, presque à un moment donné, il va rentrer sur le terrain pour je ne sais quoi. Et donc l'ambiance monte et on a le bonheur de marquer à 5 minutes de la fin. Par Michel Castellani, qui est l'un des 2 pros qui reste. Donc ça finit en apothéose et ça lance l'épopée, quoi. Ouais, Christian, tu peux reprendre le micro. Tu peux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y avait pour le dernier de ces 6 matchs face à Montpellier. Montpellier, donc, qui est une équipe qui était une équipe qui allait monter, une belle équipe, et vous vous êtes déjà sauvé, vous le savez. Oui. Et là, par contre, il y a beaucoup plus de monde. L'ambiance, elle est différente, parce que comme l'a dit Roland, contre Grenoble, il y a un peu de scepticisme. Là, il n'y a plus de scepticisme. Il n'y a plus de scepticisme, mais enfin, l'affaire n'est pas conclue quand même, parce que bon, au niveau administratif, tout est à faire. Et nous, notre avenir, en fait, à l'époque, la saison se termine au dernier match. Et enfin, traditionnellement, un match, 2 jours après, tout le monde part en vacances, quoi. Donc là, on était vraiment dans... Enfin, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, même à la fin de ce match-là. Mais enfin, le stade, lorsqu'on est rentré dans le stade, on savait qu'il fallait terminer en beauté et ne pas penser à la suite. Parce que s'il avait fallu penser à la suite, on aurait tremblé tout le long du match, quoi. Et donc, on a démarré ce match-là. C'était une journée très ensoleillée. C'était magnifique. Il y avait du monde. Il y avait une ambiance de feu. Et surtout, on est rentré dans l'idée de vouloir gagner à tout prix ce match-là. Montpellier était premier. Ils étaient sûrs de monter. Mais bon, ils avaient des joueurs intéressants. Ça a été un vrai match. Et ça a été un vrai match. Ça a été un vrai match parce qu'ils ne nous ont pas fait de cadeaux. Et bon, on se souvient encore des combats qu'il a fallu faire.
Et je me souviens pas. Le seul cadeau qu'il y a eu, c'est que Nicolin, il a laissé sa part de la recette. Non, mais c'est très important Oui. parce que l'OM était vraiment, on parlait de plusieurs dizaines de milliers de francs et l'OM était vraiment au centime près à ce moment-là. Oui, oui. Alors, en tant que joueur, moi, bon, avec le temps, ma mémoire, ça me nuise, mais j'ai la sensation d'un match très difficile, malgré tout, malgré le score que l'on affiche. Il y avait des joueurs très importants, ça allait vite, mais bon, Roland nous libère aussi, je crois, à un moment donné, d'une belle frappe sur un coup franc. Ah ouais, il avait encore de beaux restes. Et alors après, l'enchaînement des buts, je ne m'en souviens plus vraiment, puis c'est l'émotion. Et à la fin, on finit par un 3-1, et c'est la liesse générale dans le stade. Donc là, on éclate tous comme des enfants, quoi. Et puis voilà, c'est le tour d'honneur, des fleurs, enfin bref, je ne sais pas ce qui se passe et c'est la joie, quoi. Il y a un vrai enthousiasme, alors qu'il n'y en avait plus du tout. L'OM était en train de mourir depuis des mois, des années, et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. On va un peu avancer. Alors juste, pour peut-être éclairer Christian, le lendemain du match, j'appelle M. Sadoul. C'était très difficile de l'avoir. Donc bon, c'était le président du groupement. Je dis voilà, la mission est terminée pour moi. Je quitte. La place est libre. Et dans l'instant, il me dit enlève-toi ça de l'idée, ça va être toi l'entraîneur. Ah. Et il me dit avec tous les pouvoirs. Donc, avec mes 27 ans et demi, entraîneur de l'OM, et par derrière tous les pouvoirs, quand je vois les dirigeants, il faut trouver la bonne posture. Quoi. Et oui, parce que la mécanique se remet en route et les dirigeants veulent diriger, veulent présider, commencer à parler de ci, à parler de là. Et justement, parce que sportivement, le club est sauvé, financièrement, on est en train de négocier un accord pour étaler la dette. Et puis, il y a un nouveau duo dirigeant qui arrive, Carieux-Cuny. Exactement. Comment ils te sont présentés? Jean Carieux, donc c'est un entrepreneur local, et Claude Cuny, c'était le fondateur de l'AS Nancy-Lorraine. Alors, il y a eu un petit intermède avec M. Benoît, qui était dirigeant de Sochaux, qui est venu faire un audit, etc. Puis, au bout d'un mois, il me prend et me dit « Marseille, c'est pas fait pour moi ». Donc, il repartit en Franche-Comté. Et arrive un peu plus tard M. Cuny, qui avait créé Nancy, etc., et qui s'installe dans les bureaux et que voilà, quoi. Comment ils... Parce que tu es censé avoir les pleins pouvoirs, donc comment ça se passe avec eux? Ah, c'était délicat parce qu'ils voulaient prendre la main sur les joueurs, et les joueurs, ils n'acceptaient pas. Donc, ça revenait toujours vers moi, et ils me disaient, tes petits cons, là, pour qu'ils se prennent, parce que moi, j'ai fait Nancy. J'ai dit, les petits cons, ils jouent pour rien, ils se défoncent, ils font gagner des matchs, respectez-les, quoi. Et bon, donc, ça marchait pas. Donc, il y avait des grands silences entre nous deux. Des très grands silences. Mais c'était pas sain comme situation parce que pas par derrière, c'était moi qui décidais, quoi, de leur maintien ou pas dans l'effectif, du choix des éventuels joueurs qui auraient dû venir. Mais bon, après, c'est comme Brel, hein, tu as vu le voir Vesoul et on a vu Honfleur. Il est arrivé des joueurs qui correspondaient pas, quoi. Donc, gentiment, je lui disais, ça va pas le faire avec un tel, il n'y a rien pour lui. Et donc, au bout d'un mois, ouais, tu les aimes pas, tu préfères tes amis. Je dis, mais on n'est pas dans l'amitié, là. Là, on est dans des exigences, etc. Bon, ça marchait pas, quoi. Donc, à ses yeux, j'étais mort d'entrée.
Il a attendu 3 ans et demi quand même. On va y revenir un peu plus tard. Christian, grâce à vous, donc grâce aux dirigeants du foot local et national, le club est sauvé, presque sauvé, et peut repartir au moins la saison suivante. Il n'y a plus d'argent, on repart dans l'austérité avec votre équipe. Donc, et dans un premier temps, ça ne se passe pas trop mal. Donc si tu peux nous décrire un petit peu, en tout cas, les premiers mois de la saison 81-82. Oui, enfin déjà, ça a été la transition. On n'a pas pris de vacances, donc parce qu'il fallait savoir ce qui allait vraiment se passer. Et donc on était sans arrêt présent au club et on voyait arriver donc M. Cuny. Et M. Cuny est arrivé et quand on a regardé ses pieds, il avait des Rangers. Pour un dirigeant de football, avec des Rangers et une attitude un petit peu sévère, on savait à quoi s'attendre, quoi. On ne demandait pas d'être au club méditerranéen, mais là, on voyait déjà le type de personnage avec qui on allait avoir affaire, quoi. Et il est arrivé quand même avec un sourire et il nous a regardé avec bienveillance, mais un petit sourire en coin. Et en comprenant que peut-être, comme il avait vécu une grande époque avec Nancy-Lorraine, avec Platini, Rouillet et tous les grands joueurs de l'époque, il allait faire de nous, vite fait, son quart d'heure, quoi, hein, son petit 4 heures, il allait nous croquer et peut-être passer à autre chose. Et surtout, je crois qu'il ne croyait pas en nous et sur la suite à donner sportive du club. Voilà, et on était dans l'expectative tous, quoi. Je pense qu'on était dans l'expectative. On a repris les entraînements. Après, nous, on est sortis de cet aspect administratif, les couloirs et les bureaux. Alors, en tant que capitaine, il m'y a invité une fois pour savoir si ça se passait bien l'entraînement. Ouais, alors répondre oui, ça se passe bien, non, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et Roland, Roland aussi, ça va bien. Et ça va bien, oui, ça va bien, M. Cuny. Bon, allez, la seule chose, c'est que c'est pas le fait d'avoir dit quelque chose à l'intérieur du bureau qui était important, c'était de m'y faire rentrer dedans. Et les gens qui étaient à l'extérieur, de me voir rentrer à l'intérieur. Alors, à l'époque, il y avait une sonnette, il y avait un truc, clac, la porte s'ouvrait automatiquement et on rentrait. Et c'était la grotte là, de tous les fantasmes, quoi, hein, bon. Et en fait, quand on en ressortait, les gens, ils regardaient un petit peu la figure que nous avions, si on avait le sourire, si on avait la tête en bas ou quoi. Donc, ça laissait présager 1001... voilà. Et ça, c'était pas vraiment bien parce qu'il a dû faire ça le même coup à plusieurs joueurs, ce qui augurait de la zizanie qu'il voulait créer entre nous. Et ça n'a pas marché. Peut-être pas au début, mais ça n'a pas marché. Et nous, on a démarré. Alors aussi, l'enchaînement des matchs, je ne m'en parle pas parce que je ne saurais pas y revenir. Mais je sais que ça a bien démarré et qu'on a bien tenu le choc pendant un long moment. En résumé, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à Marseille, il n'a rien compris au fonctionnement de ce groupe à l'OM. Simplement, on attaque la saison, on fait 18 matchs sans défaite. 18 matchs. Le 19e, on perd chez nous contre Nîmes 3-1. Je ne sais pas si tu as connu les anciens vestiaires, il y avait les escaliers. On va en parler, je vais en parler, c'est prévu. On rentre, on était évidemment déçus. Il se met dans l'embrasure de la porte et dit « Maintenant, je vais pouvoir rentrer dans le lard. » Et là, tu te dis « On ne mérite pas ça. » Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.